Eh bien, on va passer à la suite alors. Du coup, j'invite les étudiants de l'Évasé et Magali, leur professeur, à venir pour qu'ils nous fassent leur retour d'expérience sur le travail qu'ils ont mené en lien avec le projet AP3C. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes 8 étudiants du lycée agricole d'Évasé en Haute-Vienne, donc près de Limoges. Donc, on va vous présenter un projet en collaboration avec AP3C. Et donc, le projet a été mené par tous les étudiants de BTS de la promo, production animale de la promo 2020-2022. Donc, on va vous présenter notre collaboration. Donc, elle a démarré l'an dernier, donc en première année. Donc, tout d'abord, on a une présentation du projet AP3C par donc Marine et une collègue à elle. Donc, ensuite, nous avons enquêté des éleveurs de la Haute-Loire ainsi que la Haute-Vienne. Donc ça, on va vous présenter un peu plus en détail un peu plus tard dans la présentation. Donc ensuite, le projet a continué donc début septembre de cette année scolaire, donc où on nous a présenté donc ce qui était attendu, donc notamment dans l'accompagnement des éleveurs, où on a dû présenter des projets d'accompagnement. Donc on a effectué 5 groupes de travail, donc d'environ 6-7 étudiants dans chaque groupe. Chaque groupe a effectué un projet donc, que nous avons présenté mi-octobre à des techniciens de chambre d'agriculture ainsi qu'à un éleveur. Et ensuite, nous avons mixé tous ces projets pour en créer un donc, que nous allons vous présenter un peu plus tard et que nous avons également présenté à différents groupes d'éleveurs, donc, notamment des GI2E et d'autres groupes d'éleveurs en Haute-Vienne. Donc je vais laisser la parole à Benjamin qui va vous présenter le travail mené autour des enquêtes l'an dernier. Donc durant notre première année de BTS, on a commencé le travail sur le projet par la réalisation d'un questionnaire auprès des éleveurs. Donc on a commencé par le construire et ensuite on l'a testé auprès des salariés de l'exploitation de notre lycée. Donc à partir de là, on a fait quelques rectifications et obtenir un questionnaire, une enquête finale qu'on a pu ensuite soumettre aux éleveurs. Donc on disposait d'un listing d'éleveurs de la Haute-Vienne et de la Haute-Loire. Dans cette enquête, on voulait récolter plusieurs types de données, donc déjà les données personnelles de l'éleveur et de son exploitation, et ensuite son point de vue par rapport au changement climatique. Et quels impacts cela a sur son exploitation et quelles pratiques ou quelles méthodes il a mis en place pour s'adapter au changement climatique. Et après, d'un autre point de vue, on s'est renseigné au niveau de leur accompagnement. On a bien compris, l'idée principale, c'était qu'ils souhaitaient un accompagnement collectif et des échanges avec d'autres éleveurs et d'autres techniciens. Donc je vais laisser la place à Emeline qui va vous présenter le travail qu'on a réalisé sur la deuxième année BTS. Donc suite à ce travail, donc en début de deuxième année scolaire, nous a été proposée une mission afin, donc toujours en lien avec le réchauffement climatique. Donc elle avait pour but de développer un projet afin d'accompagner les éleveurs, les agriculteurs, pour faire face au changement climatique. Et donc on est parti du principe que dans les exploitations, pour faire face au changement climatique, c'était de pratiquer autrement. Donc on a décidé de se baser sur un projet sur le collectif pour être plus réactif. Et c'est pour cela aussi qu'on a choisi d'accompagner autrement et d'innover. Donc dans un premier temps, on s'est réunis, la classe entière avec Marine, pour discuter et échanger sur l'accompagnement, sur ce qui fonctionne et sur ce qu'il faut changer, sur ce qui est redondant dans l'accompagnement. Et pour au final créer un accompagnement attractif et surtout innovant. Donc on va vous présenter l'accompagnement. Donc tout d'abord, nous avons travaillé donc essentiellement en groupe. Faut que tu parles dans le micro. Excusez-moi. Nous sommes une classe de 28 élèves que nous avons divisé en 5 groupes dans la classe. Donc nous avons élaboré ce projet de la construction sur 3 semaines de travail.
donc avec un objectif de construire un projet d'accompagnement. Donc nous sommes partis sur ce que l'on attendait, nous, personnellement, de l'accompagnement, en échangeant ensemble et en demandant à l'extérieur, autour de nous, dans nos familles, qui sont du milieu agricole ou non. Donc nous avons recherché des nouveautés liées aux innovations, parce que nous sommes d'accord tous les 8 sur cette valeur de vivre avec son temps, notamment dans le milieu de l'élevage. Donc nous avons organisé, planifié donc, ce projet. Et enfin, nous avons soumis ces propositions lors d'une présentation à des professionnels. Et je laisse la parole à Marie qui va vous présenter ces résultats-là. Donc, à l'issue de ces 5 projets des 5 différents groupes, nous les avons présentés donc, le 14 octobre devant un groupe de jury, notamment Marine. Donc, le but était de choisir un seul groupe, celui qui allait le plus plaire. Au final, ils ont trouvé de bonnes idées dans les 5 groupes différents. Du coup, on a pris, à partir de ces différentes idées, nous avons donc recomposé un seul projet. À travers donc, les 5 projets, on retrouve une seule notion, celle de la convivialité. Donc, le but était de trouver des activités qui s'appuyaient sur cette idée, sur cette notion. Donc, tout d'abord, nous trouvons l'idée de voyage. À l'issue de ce voyage, donc, le but était de tester, d'expérimenter, afin donc, de s'adapter au changement climatique. Il y a également donc, l'utilisation d'un simulateur, l'intégration de Cap Dozer et un autodiagnostic. Enfin, on a choisi également d'intégrer la notion de jeu pour rester ludique, attractif, puisque le but est de travailler tout en s'amusant. Et donc, une fois le projet final terminé, nous l'avons présenté une première fois, donc le 17 novembre, à Châteauneuf-la-Forêt, du côté d'Émoutier, devant des techniciens et des agriculteurs, afin justement donc, de savoir si le projet pouvait plaire et finalement être adopté. Donc, je vais laisser la parole à Marie et Armand qui vont vous présenter le projet en détail. Donc moi, je vais vous présenter donc, la première année. Donc, le projet s'articule sur 3 ans. Donc, au niveau de la première année, on commence le projet avec une journée technique, comme on les connaît, où le but, c'est d'inviter des éleveurs sur la problématique du réchauffement climatique. À l'issue de cette journée, c'est de motiver les éleveurs à s'inscrire au projet pour continuer ensuite. Et le but, c'est de mettre les éleveurs par groupe de 5 et de réaliser entre eux des journées d'autodiagnostic sur la base d'une analyse SWOT. Donc ça veut dire les forces et les faiblesses de l'exploitation, ainsi que les opportunités et les menaces. Le but de cette journée, c'est qu'entre éleveurs se donnent des conseils et puissent, avec leur expérience sur leur exploitation, donner leur avis à l'agriculture voisin. Suite à ça, il y a un bilan Cap Dozer qui est fait. Donc c'est le premier bilan qui est fait au début du projet. Et ensuite, il sera réalisé à la fin de la 3e année. À l'issue entre le 1er et le 6e mois, on va réaliser donc une journée débriefing de toutes ces journées afin d'en faire le bilan et de revoir ce qui ressort sur ces exploitations. Et ensuite, on va présenter le simulateur. Donc, le simulateur, c'est un peu, pour ceux qui connaissent la base de Farming Simulator, on sait très bien que les agriculteurs tester et innover et faire des expés, ça demande du temps et des fois ça demande de prendre du risque sur une exploitation. Donc avec un simulateur, ça permettait d'expérimenter sans prendre un risque énorme sur une exploitation. On peut se tromper sur ordi, mais dans la vie réelle, se tromper, ça a de nombreuses conséquences. Donc c'était pour ça qu'on a voulu créer cet outil. Donc cet outil sera via une appli connectée qu'on vous présentera par la suite. Donc une fois cette journée réalisée, on va travailler là sur le projet du voyage, où c'est les agriculteurs eux-mêmes qui vont construire leur projet afin qu'ils s'investissent dans le programme. Ils choisiront le lieu ainsi que les activités et les visites qu'ils réaliseront sur place. Donc ce voyage, pour nous, on l'avait imaginé dans les pays chauds, vu l'une des principales... c'est le réchauffement climatique, donc aller dans des pays où la température est plus élevée, c'était
permettre de voir ce qui se passe ailleurs et ramener des idées, de découvrir des nouvelles pratiques, des nouvelles espèces et pouvoir les réimplanter sur notre territoire. Donc une fois le voyage préparé, à la fin de notre première année, ils vont continuer de préparer ce voyage, mais ils vont aussi mettre la mise en place de le simulateur via un technicien sur leur exploitation afin d'avoir une mise en main et d'avoir un accompagnement là par contre personnalisé avec un technicien. Et donc à l'issue de la première année, on partira en voyage afin de là découvrir ces nouvelles pratiques. Et donc là, on va basculer sur la deuxième année où c'est Marie qui va vous la présenter. Du coup, au niveau de la deuxième année, donc dans le premier et le troisième mois qui suivra le voyage, le but en fait, c'est de faire le point sur le voyage, ce qu'on a pu récolter comme idées, ce qu'on a pu récolter comme informations, les problématiques qu'on a rencontrées, et de les mettre dans le concret, de les mettre avec nos problématiques en France. Et donc à l'issue de ça, donc on ferait ça s'articulerait autour de plusieurs réunions. Et donc ça suivrait aussi du 3e au 6e mois avec la mise en place des expérimentations sur les exploitations. Et donc en fait on les met en place avec l'aide de techniciens dans les chambres. Donc pour chaque exploitation, chaque exploitation ramène son expérimentation. Et on ferait ça, on lirait les exploitations par le biais d'une application, donc une application sur smartphone, qui servirait à donner des nouvelles des expérimentations et pouvoir les faire partager à ceux qui ne font pas les expérimentations et donc de garder une sorte de trace de dossier. Donc ensuite, du 6e au 12e mois, on ferait des visites des exploitations après les implantations des projets, donc pour voir les premiers résultats. Bien sûr, c'est des expérimentations qui peuvent prendre plus de temps, on peut avoir c'est une idée, c'est un projet. Dans le réel, ça ne se passe pas toujours comme ça, il peut y avoir des complications. Et donc, vraiment, la deuxième année serait basée sur le retour du voyage et les projets qu'on peut mettre en place à l'issue de ce qu'on a récupéré. Donc ensuite, on va basculer sur la 3e et dernière année de notre programme, où là, on a fait le choix de... Normalement, quelques experts, sur un an, on aura déjà des résultats, et le but, c'était de les présenter sous forme de théâtre. Pourquoi le théâtre ? Ça permettait de rentrer dans un rôle et de s'exprimer plus facilement. Des fois, quand on parle à son propre nom, c'est compliqué d'exprimer. Et donc, passer sous un rôle, on peut libérer facilement nos pensées. Et donc, le but, c'est donc que les éleveurs eux-mêmes créent des pièces de théâtre où ils représentent, où ils mettraient en œuvre les expérimentations, comment ça a marché ou comment ça n'a pas marché. Parce que c'est pas obligé que tout roule comme sur des roulettes. Donc ensuite, la mise en place du deuxième cycle des expérimentations. Si la première année n'a pas marché, on tente une deuxième solution, ou alors on tente encore plus on va plus loin dans notre programme. Et donc sur cette troisième année, on a une visite de 2 fois par an minimum d'un technicien sur le suivi technique et économique. Et on va réaliser le bilan 4.2ER. Le but, c'est de faire un bilan et de comparer entre le début du projet et la fin du projet, donc entre l'année 1 et l'année 3, et voir quel exploitant a un meilleur progrès et une meilleure évolution sur son exploitation. Et enfin, sur le tout dernier, le 12e mois, c'est analyser tous les résultats, là aussi sous forme de pièces de théâtre. Donc c'est un accompagnement qui est assez rythmé, sur 3 ans avec beaucoup d'échéances. Mais néanmoins, on a voulu que ça soit quelque chose de convivial et dynamique, où les agriculteurs sont aussi investis dans leur projet et que ça soit du concret et qu'ils se sentent vraiment concernés. Donc on va vous passer sur le bilan que les éleveurs ont eu à cette journée, à ce programme. Alors, suite à la présentation du projet, donc, on a eu différents éleveurs, une dizaine d'éleveurs qui ont été présents. Pardon. Et donc, c'était des éleveurs du 87 et du 43. Donc, on a eu un échange plutôt intéressant avec pas mal de questions et de précisions. Donc, les éléments qui sont ressortis, donc les plus pertinents, ont été l'autodiagnostic, l'outil Cap2ER et le voyage. Donc, le voyage... ça a été intéressant aussi bien au niveau technique que social. Après, ce qui a fait le plus douter, donc, ça a été la mise en place d'une pièce de théâtre.
Oui, un peu original. Après, l'organisation du voyage et donc les nouvelles technologies donc sur l'application et le simulateur. Parce qu'on avait des personnes, enfin des éleveurs un peu plus âgés qui sont pas très à l'aise sur ce point. Et après, pourquoi ça ne marcherait pas? Donc, c'est un projet qu'on a réalisé, donc on a préféré mettre le maximum d'éléments pour trier à la fin si besoin. Et donc après, sur le remplacement pour le voyage, donc s'il faut que les éleveurs demandent le service de remplacement, c'est un coût pour eux. Et ensuite, donc, pourquoi ça marcherait? Donc, c'est un projet où les éleveurs étaient tous intéressés. Donc c'est un travail de groupe. Donc individuellement, on se sent beaucoup moins fort, c'est ce qui est normal. Et donc tous ces éleveurs étaient impliqués. Donc globalement, c'est un projet qui a plu, avec des agriculteurs qui sont prêts à s'engager. Et à savoir que déjà 2-3 éleveurs avaient mis en place quelques expérimentations sur leur exploitation. Et donc à la fin, on les a pris un petit peu individuellement pour savoir ce qu'ils pensaient globalement du projet en mettant un peu une note, et c'est ressorti très positif. Voilà. Du coup, non, c'est pas fini. Et donc en fait, nous, là, on va vous faire avec Armand l'analyse sur ce projet. Donc ce que nous, on a ressenti, ce que ça nous a apporté. Donc tu veux commencer? Vas-y. On va commencer par le négatif. Donc pour nous, ce qui a été le plus compliqué, c'était les enquêtes. Pour ceux qui en ont déjà réalisé, faire une enquête, c'est un peu compliqué. Parce que déjà, pour avoir des données assez conséquentes, trouver des créneaux afin que les éleveurs puissent nous répondre. Donc ça a été une partie, on va dire, le début du programme a été un peu compliqué là-dessus. Ensuite, l'accompagnement. Tout au début, on partait dans ce projet qui nous semblait intéressant, mais dans lequel on ne savait pas trop vers où on allait. Donc c'est vrai qu'au début, on se demandait quel était notre but final au programme. Et ensuite, c'était des délais assez courts. Voilà, on avait des échéances entre 2 à 3 semaines entre chaque programme ou réunion. Donc c'est vrai que ça nous a demandé un travail assez conséquent, et ça nous a demandé aussi de la réflexion, parce qu'on partait vraiment sur la création des projets, on avait carte blanche, donc on pouvait vraiment tout réaliser. Donc c'est vrai que des délais qui ont été assez courts pour nous. Mais il en ressort quand même des points positifs que Marie va vous présenter. Du coup, ouais, des points qui sont plutôt sympas. Déjà, le travail en groupe, parce que là, en fait, vous voyez le haut de l'iceberg. On est 8 ici, mais dans notre classe, on est 30. Et tout le monde a mis sa petite graine dans notre projet. Enfin, il y avait beaucoup d'idées qui sont ressorties. Et donc, c'était hyper intéressant de travailler à beaucoup, et aussi super compliqué quand il y a 30 idées et qu'il faut tout mettre en commun pour un seul projet. Mais c'était sympa. Et aussi des temps d'échange, parce que c'était des créneaux horaires qu'on avait donc dans notre emploi du temps, et c'était vraiment intéressant pour nous. Et comme l'a dit Armand, on avait carte blanche, donc en fait, c'est génial de faire ressortir ton imagination au profit d'une cause aujourd'hui actuelle et importante. Et on nous a dit, en fait, trouver des idées, et vous avez, comme il n'y avait pas de budget, pas de restrictions, on a eu tellement d'idées et tellement de possibilités que ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Et on est presque triste de ne pas concrétiser notre projet, parce qu'on y a passé du temps quand même. Et aussi, on n'est pas en alternance, on est juste en études, donc on n'a pas forcément de côté professionnel tout le temps dans nos études. Et c'est un côté qui est assez professionnalisant pour nous, rien que d'être ici. On l'a jamais fait. Et donc, c'est super chouette. Donc, là, c'est la fin, du coup. Merci. Si vous avez des questions. Nous, on nous a juste demandé, en fait, de faire le projet et pas de le faire. Mais on aurait aimé. Si vous voulez nous prendre, on le fera. Encore bravo. Je vous laisse la parole. N'hésitez pas à poser des questions sur le projet. Encore une fois, félicitations. Vous avez vraiment, je trouve vraiment que vous avez mené un travail remarquable. Et je laisse la parole, du coup, bien évidemment, à Laurent Robert. Je ne sais pas pourquoi, bien évidemment, mais je te remercie. Oui, Laurent Robert d'Adraf Auvergne-Rhône-Alpes. Alors d'abord, félicitations, effectivement, pour ce travail. Je retrouve bien la richesse de ce que l'on peut faire dans l'enseignement agricole quand on nous en donne la possibilité en tant qu'étudiant. Au-delà de ça, j'aimerais savoir, parmi vous, qui êtes juste un échantillon donc, du groupe, si j'ai bien compris, combien ont prévu de s'installer après en tant qu'agriculteurs? Est-ce que ça fait partie des projets de certains d'entre vous?
Oui, dans la classe, il y a des profils très variés dans leur orientation. Mais on va dire aujourd'hui, les 2 tiers sont issus du monde agricole. Et entre 2 tiers et la moitié veulent s'installer plus ou moins à court ou à long terme sur des exploitations familiales ou pas. Et alors, dans les discussions que vous avez pu avoir comme ça en off et qui sont liées à ça, est-ce que déjà dans vos propres projets, qui sont très proches maintenant, vous avez déjà repéré des choses que vous souhaitez faire évoluer dans vos pratiques, dans celle de l'exploitation familiale, dans la façon dont vous allez vous installer, dans le choix des bâtiments, des pratiques agronomiques, etc. Ça a déjà fait évoluer un peu vos réflexions? Oui, on se rend vraiment compte avec ce projet notamment. Moi, j'ai comme projet de m'installer plutôt à court terme après le BTS. Et c'est surtout sur les pratiques agronomiques et les cultures qui sont en place. Et on se rend vraiment compte qu'il va y avoir des remises en cause des systèmes actuels dans l'agriculture. Et pour toi, concrètement, tu as déjà repéré des choses que tu souhaitais changer? Oui, des espèces culturelles qui marchaient très bien, mais il y a 50 ans. Et il va falloir innover et puis trouver de nouvelles méthodes et de nouvelles espèces aussi. Et tu arrives à en parler sur le plan familial? Tu arrives à faire passer le message? Oui, j'y arrive plutôt bien. Après, c'est pas sûrement pas dans toutes les exploitations, mais j'y arrive quand même à faire comprendre qu'il faut innover, il faut avancer, il faut aussi prendre des risques. Merci. Alexandre Poirot, géographe. Juste une question, c'est sur le niveau de votre projet, sur le voyage. Est-ce que vous avez abouti en fait sur des choix de destination potentiels, et si oui, pourquoi? Pourquoi celle-là? En fait, le but, alors c'est des idées, on en a tous eu, et comme on n'a pas concrétisé, on n'a pas non plus cherché énormément. Mais en fait, le but, c'est de se rapprocher le plus possible d'un climat qui est chaud, afin de voir des espèces qui sont habituées à un climat comme ça, et donc qui pourraient éventuellement se rapprocher au plus des températures qui tendent à évoluer en France. Et on avait parlé, il me semble, les pays d'Afrique, c'est ça, mais après, tout de suite, on en avait dit un, mais je me souviens plus trop du nom qu'on avait choisi. Mais on a parlé du Maghreb tout à l'heure, c'est peut-être un pays intéressant après avoir suivi cette conférence. Voilà. Ou le Lot, non? Comme disait Caroline, j'entendais tout à l'heure dire. Ils ont qu'à aller dans le Lot. On va prendre des questions par le chat. Il y a 1 ou 2 questions pour les personnes à distance. La première, c'était combien de temps d'animation ça représentait pour vous et combien de temps de participation des éleveurs? Animation de nos cours, en fait, c'est ça. On avait un créneau de 4 heures de cours par semaine depuis l'année dernière, la moitié de l'année dernière, donc ça fait exactement presque 1 an qu'on travaille dessus. Et après, il y a eu quand même un peu de travail personnel. C'était pas tout le temps sur ces plages de 4 heures. Et aussi le fait de venir ici, on a fait d'autres interventions, on a divisé notre classe en 3 parties. Ça représente du temps, mais voilà, ça se fait bien quand même. Et c'était quoi la deuxième question? Combien de temps de participation pour les éleveurs que vous avez fait venir? On les a tous appelés donc, sur des créneaux différents pour les enquêtes, c'est ça? Ça leur prenait 15 minutes à peu près de nous répondre à chaque enquête. On devait avoir 100 participations de base, c'est ça? Et je ne suis pas sûre qu'on ait tout eu, parce qu'il n'y avait pas toujours le temps pour répondre. Mais c'était pas... Et après, la présentation, quand ils sont venus nous voir pour présenter les projets, c'est tout. Et une autre question sur les données de ces éleveurs, que deviennent-elles? Donc ces données, elles ont été, on va dire, gardées en interne. Le principal, pour en revenir dessus, donc il y avait les données personnelles de l'éleveur, afin d'avoir une idée sur les systèmes des éleveurs qu'on interrogeait. Et ensuite, c'était sur l'accompagnement, comment ils étaient accompagnés. Est-ce qu'ils étaient déjà accompagnés? Est-ce qu'ils souhaitaient? Et comment? Donc ces données-là, on les a gardées, elles sont sur clé. Et en soi, c'est avec ces données-là qu'on a pu s'interroger sur ce qui marchait et ce qui ne marchait pas.
et qu'est-ce qu'il fallait améliorer et qu'est-ce que souhaitaient les éleveurs. Donc en soi, une fois qu'on avait récolté ces données et qu'on en avait fait le bilan, après nous on a pu créer et monter ce projet. Et je compléterai par une question qui est revenue, mais que j'avais bien saisie, mais que je voulais vous poser en dernier. Est-ce que vous aviez imaginé, donc dans la suite, les voyages, le temps et le coût que ça représenterait ? Économiquement, non. La réponse va être très simple. Et après, au niveau temps, on l'a vu, c'est sur 3 ans, mais ça demande beaucoup d'investissement pour les éleveurs. Sur la première année, notamment, où c'est là où il y a le gros du travail, avec les journées d'analyse chez les éleveurs. Donc, c'est une journée ou une après-midi par mois. Donc, c'est vrai que ça demande un temps important pour l'éleveur. Ça demande à ce qu'il se libère aussi. C'est une des questions qui nous avait été reposée quand on l'avait présenté. Et c'est l'une des interrogations. C'est, voilà, pour eux, c'était bien, mais ça prenait du temps. Ça demandait de se dégager du temps et aussi peut-être d'être remplacé pour le voyage. Donc c'est vrai, c'est, on va dire, le point faible du projet. C'est, voilà, certes, c'était bien, c'était condensé, il y avait du rythme, mais néanmoins, ça prenait beaucoup de temps sur son temps de travail. Juste par rapport à cette question, en fait, la demande, c'était vraiment de leur dire proposer une méthode innovante et il n'y a pas de contrainte, quoi. Il n'y a pas de contrainte budgétaire, il y a pas, voilà. C'était un peu le moment de faire rêver tout le monde et d'avoir quelque chose d'innovant et voilà. Et après, plus tard, ils penseront au budget, au temps et tout ça, mais là, c'était vraiment de rêver et d'imaginer vraiment tout ce qui est possible de faire. Et voilà. Il y avait une question. Oui. Bonjour, Émeric Dupont de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. J'avais une question par rapport aux leviers ou aux difficultés qu'ont rencontrées les éleveurs. Peut-être, est-ce qu'ils vous ont fait part des difficultés pour l'abreuvement du bétail et peut-être l'accès au cours d'eau des bêtes, Est-ce qu'ils vous ont parlé du milieu naturel, du cours d'eau et de cet enjeu-là ? Et puis une autre question, est-ce que, alors j'ai entendu, il y a les questions des espèces, il y a les questions, est-ce que les arbres, les haies et ces infrastructures végétales, est-ce que c'est venu dans la discussion ? Est-ce que, voilà, dans la logique d'une exploitation, le milieu qui entoure, on va dire les ressources autour de l'exploitation, en plus des cultures et du système fourrager, des prairies, ont une importance dans l'adaptation au changement climatique ? Alors, pour répondre à la première question, de souvenirs, je dirais que non. Principales interrogations pour les éleveurs, c'est aujourd'hui sur le plan agronomique et les réserves fourragères. Ça, c'est l'une des préoccupations plus importantes. Après, sur l'abreuvement, je dirais que non, c'est pas ce qui est ressorti, on va dire, en premier lieu. Mais pour la question de l'abreuvement, on a eu quelques éleveurs, donc on était par groupe, on n'a pas tous eu forcément les mêmes contacts avec les éleveurs. Et on a eu aussi des éleveurs qui ont mis en place des systèmes de forage. Parce que c'est un milieu, que ce soit la Haute-Vienne ou la Haute-Loire, qui est quand même assez vallonné avec beaucoup de cours d'eau. Et certains ont fait des captages pour l'abreuvement des animaux, notamment l'été. Et du coup, pour les haies, il ne me semble pas qu'on ait eu l'éleveur qui ? Oui, il y a un éleveur qui nous avait dit que comme quoi il faisait des châtaignes. Donc je me rappelle plus, il avait quoi, 2 hectares, même plus, de châtaigniers. Donc voilà, en plus d'un élevage à côté. Et aussi pour le bien-être animal, donc il y avait des éleveurs qui nous ont parlé de systèmes de ventilation et de brumisateurs dans leur bâtiment d'élevage. Et également justement des plantations de haies pour amener des zones d'ombre pour leurs animaux, parce que plus les étés sont chauds et plus ils veulent éviter que leurs animaux aient trop chaud, quoi. Oui, merci. Paul-Henri Dupuis du commissariat de Massif. Déjà bravo pour ce travail, c'était vraiment c'est édifiant et on voit qu'effectivement quand on ne donne pas de limites, il y a de belles idées qui sortent. Bravo encore. J'ai une autre question, mais je la pose aussi aux autres intervenants. Dans le contact que vous avez avec les exploitants, donc là c'était principalement des éleveurs, est-ce que le niveau de prise de conscience est important ? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez eu des éleveurs qui vous ont dit non, mais attends, pas de sujet ?
Et après, je m'adresse plus aux autres intervenants. Est-ce que les derniers épisodes météorologiques qu'on a eu, là on a quand même eu une succession d'épisodes un petit peu complexes, notamment sur le volet fourrage, est-ce qu'on constate vraiment une évolution de la prise de conscience et une évolution, y compris individuellement, de réflexion individuelle d'adaptation? Je dirais que oui, il y a une prise de conscience, même si elle n'est peut-être pas à la hauteur de nos attentes. Néanmoins, je pense qu'il y en a beaucoup d'éleveurs ou d'agriculteurs qui n'osent pas le dire, qui prennent conscience du réchauffement climatique. Mais je pense que sur l'exploitation, des fois, on ne peut pas le nier. Et il y a des choses qui font que, même si on était réfractaire à ce que disent les scientifiques et les professionnels, ben, sur le terrain, ça ne trompe pas comme les chiffres. Et je pense que certains en prennent conscience, mais n'osent pas le dire et l'évoquer. Mais je pense que oui, il y a une prise de conscience, même si je pense qu'il faudrait qu'elle soit encore plus importante pour l'ensemble des agriculteurs. Et dans les enquêtes qu'on a réalisées, on a aussi on avait des données personnelles, donc notamment l'âge des éleveurs. Et on a constaté certains, c'est souvent qui sont plus jeunes, qui ont beaucoup d'idées. Et par exemple, des éleveurs qui s'approchent de la retraite, leur système marche comme ça, ils ne vont pas forcément chercher à aller chercher plus loin de nouvelles innovations. Ou alors justement, s'il y a une génération derrière qui veut reprendre, ils envisagent bien sûr des choses. Et moi, pour rebondir sur le Lot, tout à l'heure, du coup, je suis du Lot. Et je compte m'installer en bovin allaitant et peut-être rajouter un troupeau ovin aussi. Et donc, bien sûr, ça va se jouer sur le choix d'espèces prairiales plus résilientes et même les espèces culturales aussi. Donc, c'est un enjeu majeur, je pense. Je me permets, du coup, est-ce qu'un des conseillers du AP3C veut répondre du coup, à la question de Paul-Henri Dupuis? Ou je me permets, est-ce que Lidl ou Marc Dumas, du coup? Je pense qu'on a un éleveur dans la salle, donc c'est vrai que lui poser la question directement, c'est opportun. Oui, après, je vais témoigner cet après-midi, donc je développerai un certain nombre de choses, mais je me retrouve sur beaucoup de choses. L'aspect, tout à l'heure qui a été évoqué, les points d'eau, ces aspects-là, confort animal, brumisateur et ventilation, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Enfin, voilà, on retrouve vraiment beaucoup de choses dans ce sens-là. Hein. Après, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on a un réchauffement. On a plutôt, je ressens, plus un bouleversement, quoi. On passe aussi bien par des épisodes très pluvieux. Je dirais qu'il faut presque un peu tout le temps être dans les starting blocks pour pouvoir réagir, quoi. Alors, nous, dans notre secteur, mais je rentrerai plus en détail tout à l'heure, on a l'avantage d'avoir des CUMA qui fonctionnent bien et avec une possibilité de matériel qu'on n'avait pas en début de ma carrière, où on peut être un peu plus réactif sous cet angle-là, quoi. Voilà, c'est comme ça que je ressens un peu les choses, quoi. Mais je crois qu'il n'y a rien d'écrit et c'est bien que vous y êtes conscient de dire oui, pourquoi pas. Je pense que pour vous, c'est une certaine pression pour les jeunes de se tenir prêt à. Faudra être réactif parce que sinon, on risque de se faire dépasser et d'arriver toujours après coup, quoi. Voilà. Et je me permets, du coup, je peux vous redonner la parole par rapport à ce travail qu'a réalisé les étudiants. Ils l'ont présenté du coup à des groupes d'éleveurs. Si vous l'avez présenté à vous, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu en fait dans le travail qui a été proposé par les étudiants, par la méthode en fait qu'ils ont proposée pour accompagner les agriculteurs en collectif? Pour moi, je trouve que c'est très ambitieux, hein, c'est un joli travail. La seule chose, on retrouve le paramètre, ce qui est plus ou moins normal, c'est le temps des éleveurs disponibles, voire le problème voyage. Sinon, si on regarde un certain nombre d'autres professions, ça pourrait être normal de se poser des questions un jour en groupe, de dire on prend le temps, on analyse ça, on échange, voire on va voir ailleurs. Donc moi ça m'interroge sous cet angle-là. Pourquoi on n'arrive pas à... Ça ne devrait pas être une barrière logiquement, mais bon voilà, on en est là, c'est un constat. Hein. Mais autrement c'est très très ambitieux, c'est intéressant qu'ils soient partis. Alors le fait de les laisser librement... libre cours un peu à leurs idées, c'est l'avantage au moins. Et puis après, à la limite, on a toujours le temps de se la mettre après, donc il faudrait même pouvoir la dépasser, cette limite, quoi. Voilà comment je vois les choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui. Oui, Olivier Touran, agriculteur en Creuse.
Félicitations pour votre travail. Vous nous avez fait le retour, on va dire, des agriculteurs que vous avez enquêtés. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, d'après vous, quels sont les thèmes ou les sujets prioritaires à travailler pour que la ferme Massif Central puisse s'adapter? Ou quel partenariat, enfin, quels thèmes sont prioritaires pour vous? Quel aspect du programme Qu'est-ce que nous, agriculteurs, quels sont les thèmes prioritaires auxquels on devrait s'attacher pour faire évoluer nos systèmes, pour s'adapter au changement climatique? Mais avec votre analyse à vous, pas ce que vous en disent les agriculteurs. De manière, on va dire, très personnelle, je dirais que c'est chaque éleveur qui va être impacté de manière différente sur le réchauffement climatique. Il y en a, ça va être sur leur culture, d'autres sur l'abreuvement, d'autres sur les systèmes de fourrage. Donc chaque agriculteur va avoir sa relation avec ce réchauffement climatique. Et donc certains vont vouloir travailler sur l'abreuvement, mais d'autres vont vouloir aller sur le fourrage. Et puis certains, ça va être sur les cultures. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu... chacun va essayer de travailler sur ce qui, lui, le concerne et ce qui va lui permettre d'avancer son système. Après, quel est, pour nous, on va dire, le thème le plus important? Je pense que ça restera en élevage, le fourrage, et puis après, les cultures pour alimenter aussi les animaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est les deux thèmes qui sont les plus impactés, et c'est ceux qui posent le plus de problèmes aux éleveurs. J'espère avoir bien répondu à votre question. Et je pense aussi, il y a aussi la gestion du pâturage qui est très importante parce qu'on voit de plus en plus de systèmes avec le pâturage tournant et d'autres types de pâturage. Et je pense que c'est important pour maîtriser bien sa pousse de l'herbe et sa ressource en herbe qui est, on sait, la moins coûteuse qu'il puisse y avoir. Et je crois qu'il y avait encore une question en visio. Oui, donc la dernière question visio, c'était quelle structure aurait la compétence pour faire cet accompagnement? Je vous répondrai bien qu'en tant que conseillère départementale de l'Allier, je suis prête à accompagner le voyage si on me le finance. Mais qu'on a déjà commencé de travailler aussi, nous, en groupe, dans les chambres départementales, avec tout le projet qui est fait depuis 2015. On accompagne déjà des groupes et on organise des formations pour la réflexion en groupe. Mais est-ce que vous aviez imaginé autre chose? La question de savoir c'est est-ce qu'il faut qu'une institution ou plusieurs. Moi j'ai envie de dire c'est ceux qui accompagneront le mieux les éleveurs qui seront plus aptes à le faire. Après on avait pensé aux chambres d'agriculture dans un premier temps, c'est ceux qui sont les plus en proximité avec les éleveurs du territoire. C'est peut-être ceux qui connaissent un peu les problématiques présentes sur les départements. Après, libre à ceux qui veulent se lancer dans le projet de s'y lancer afin de répondre au mieux et d'accompagner au mieux les agriculteurs de demain, quoi. Encore une question. En dehors de ce travail, là, dans les cours qui vous sont dispensés, dont vous bénéficiez sur ces 2 années de BTS, le changement climatique est abordé? Dans quel cours et de quelle façon? Il est abordé principalement en agronomie, dans les cours d'agronomie, et on l'a beaucoup abordé via ce projet sur les 2 ans. Il rentre, nous, dans un programme, c'est un module d'initiative locale qui est au sein du lycée, qui est donc innové dans le monde agricole. Et cette année, c'était innové avec le réchauffement climatique, l'une des problématiques du milieu. Donc c'est pour ça que notre travail a été réalisé et on a approfondi sur le réchauffement climatique via ce module. Pour répondre aussi à votre question, donc en parallèle de ce projet, donc là c'est la fin, parce que c'est notre dernière présentation, sauf si quelqu'un est convaincu de notre projet. Mais du coup, non. Et donc on nous a demandé de faire autre chose jusqu'à la fin de notre BTS, c'est de trouver un système innovant dans l'agriculture par rapport au réchauffement climatique. Donc là, on vient de commencer ça, mais c'est vrai que ça nous fait continuer nos cours dessus, en fait. Donc, pour vous répondre maintenant tout de suite, moi, par exemple, je regarde les tracteurs électriques, mais voilà, chacun regarde des choses différentes, donc on l'aborde surtout dans les projets, en fait. Oui. Et moi, j'aurais une question sur est-ce que c'est envisagé du coup dans l'enseignement ou
dans les chambres d'agriculture de remplacer sur le Massif central une partie des territoires consacrés à l'élevage à des territoires consacrés à des cultures végétales pour l'alimentation directe de l'homme, puisqu'on en parle à un niveau plus large, pour l'adaptation au changement climatique. Bonne question. Bon, je pense pas qu'on soit capable, après c'est personnel, mais d'y répondre à la question. Ça pose la réflexion. Après, est-ce que des milieux peuvent changer? Je pense que oui, on l'a vu avec les projections de température ou de pluviométrie. Il y a des milieux qui vont être à changer de production. On le voit bien, nous, sur le département de la Haute-Vienne, où avant, il y avait très peu de culture, aujourd'hui, il y en a. Donc je pense qu'il y a certaines zones géographiques où, oui, ça va avoir des modifications et des changements. Après, je ne suis pas expert en la situation. Et ce sera sûrement la dernière question. Le projet AP3C n'a pas vocation c'est une analyse globale. Et déjà, ce n'est pas notre rôle, SIDAM, de dire aux agriculteurs quelle production ils doivent faire demain, puisque c'est une adaptation au changement climatique, donc liberté à chacun d'entreprendre. Ça, c'est la première chose. Et on ne veut surtout pas cliver, ou faire du dogmatisme. Et il faut, à mon sens, regarder, analyser globalement, puisque si demain, sur une partie du territoire du Massif central, il n'y a plus d'élevage, quel qu'il soit, que deviendront les paysages et que sera le bilan? Tout à l'heure, vous parliez de diagnostic Cap de Zère. Ça serait intéressant de voir quand même, pour être positif, le bilan énergétique de notre territoire. Donc, à un moment donné, ce n'est pas notre volonté d'opposer animal et végétal, surtout pas. Et c'est plutôt, je pense que toutes les études prouvent la complémentarité entre les deux systèmes. Voilà. Et je crois qu'il y a encore 2 questions. Oui, bonjour. Théo Durand, Serre France Terre d'Allier. Je suis conseiller en environnement auprès de nos adhérents agriculteurs. Tout d'abord, bravo pour votre projet. J'avais une petite question au niveau de l'accompagnement que vous avez eu avec les agriculteurs. On voit que vous avez proposé des outils techniques et un accompagnement un peu plus humain, je veux dire des phases d'expérience ensemble et de travail en commun. Et est-ce que vous diriez que les agriculteurs sont plus sensibles à l'un ou l'autre, ou que justement vous arrivez à aborder ces deux manières de faire avec eux, et voilà, comment ils ressentent en fait votre approche, le côté humain, le côté un peu partage d'expérience, et d'un autre côté le volet technique? Ils ont trouvé sympa le fait de mixer ces deux accompagnements, parce qu'au sein d'un collectif, d'un groupe, il y en a qui vont plus vouloir vraiment sur le collectif, et il y en a qui vont vouloir tendre vers de l'individuel ou avoir son propre conseil. Donc il y a des éleveurs qui ont, principalement les éleveurs ont bien aimé le mix des deux, où il y a une partie collectif et échange, mais il y a une partie aussi personnelle, où on va aller plus loin aussi avec des conseillers sur notre exploitation, où là ça va être plus concret et où ils vont se sentir encore plus concernés. Donc si on appréciait le fait qu'il y ait un mix de 2 accompagnements sur le projet. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous laisse revenir à votre place. Et on voudrait aussi remercier quand même notre professeur, donc Madame Cubizol, qui n'a pas voulu nous rejoindre, et on trouve ça dommage. Non, mais quand même, c'est voilà. Donc vous pouvez l'applaudir aussi. J'allais l'applaudir aussi parce que c'était vraiment très, très agréable de travailler avec Magali et du coup avec sa classe. Ils sont quand même venus hier en midibus et ils ont dormi à Clermont-Ferrand pour être à l'heure ce matin. Du coup, franchement, bravo pour la motivation et ça a été très agréable de vous accueillir aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi Isabelle Kimel et Claire Brageot de la Haute-Vienne qui ont participé à ce travail, qui sont 2 conseillères du coup de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et du coup référentes pour le projet AP3C. Et ce travail, du coup, comme il est en partenariat aussi avec la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire, ce travail va aussi être mené en Haute-Loire, où du coup Mathias et sa collègue Colline vont tester cette méthode auprès de groupes d'agriculteurs. Du coup, on aura aussi normalement les retours de la Haute-Loire. Mais bravo.